Bonsoir à tous. Je vais juste prendre 3 petites minutes en début de conférence pour vous présenter l'Electrolab de Nanterre, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc l'Electrolab, c'est un hackerspace qu'on construit depuis 3 ans maintenant dans la région de Nanterre. L'idée là-bas, c'est de pouvoir faire non seulement du soft, mais également du hard, que ce soit de l'électronique, de la mécanique ou de la physique. Alors, dans beaucoup d'endroits, les gens pensent que pour avoir un bon Fab Lab ou un bon hackerspace, il suffit de 4 murs, un plafond et puis de mettre une imprimante 3D. On n'est pas vraiment d'accord avec ce concept et donc on a essayé de pousser un peu plus loin l'idée du hackerspace. On a donc divisé notre petit local il y a 3 ans en zones distinctes. Donc on a une zone électronique où les gens peuvent venir travailler sur n'importe quel type de projet. On a tous les matériaux nécessaires, des oscilloscopes, des alimentations, les fers à souder et puis des équipements bien plus pointus pour ceux qui veulent faire des projets en radiofréquence notamment. On a une zone chimie qui nous permet principalement de faire les PCB. Et puis bien sûr la zone conviviale où les gens refont le monde geek et hack. Et enfin, une zone méca qui permet de mettre à disposition de nos membres des machines de classe industrielle de type tour, fraiseuse, à commande numérique, qu'on trouve classiquement dans les entreprises, mais très peu dans les hackerspace ou Fab Lab. Le problème qu'on a rencontré récemment, c'est que notre structure étant relativement unique, on avait beaucoup d'affluence, et donc on a conçu et on est en train de construire en ce moment l'Electrolab V2, donc, qui s'étend sur 1500 m² que nos bénévoles sont actuellement en train de mettre en place. Et l'objectif de ce lieu est donc triple. Le premier, c'est de s'ouvrir à un public plus large avec des salles de formation, de s'ouvrir à des projets encore plus pointus avec, par exemple, une salle blanche ou des salles spécifiquement dédiées à la haute fréquence ou la radio. Et puis enfin, de s'ouvrir éventuellement aux entreprises, puisque certains de nos membres ont créé des startups qui montent des petits projets ou qui sont dans le milieu open source. Voilà. Alors évidemment, ça ne va pas se faire simplement. On a énormément de travail pour construire ce lieu et c'est là qu'on a besoin de toutes les bonnes volontés et de toutes les personnes qui souhaiteraient participer. Je vous remercie. Donc Jean-Baptiste est membre de l'Electrolab et nous présente ce soir un projet qu'il a monté. Non, c'est tout petit. Voilà. Donc je vais vous présenter le projet que j'ai monté depuis maintenant 2-3 mois, puisque je suis apiculteur depuis 3 mois. Je suis de formation vétérinaire. Donc ce que je voulais témoigner un petit peu ce soir, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être super pointu pour faire des choses et s'amuser. Et c'est un petit peu ce que tente de mettre en place aussi l'Electrolab, c'est-à-dire de s'ouvrir à tout le monde. Cet après-midi, il y a eu notamment des ateliers avec les enfants pour faire un peu de soudure et leur apprendre les rudiments. Donc là, ce que j'ai fait, c'est comment utiliser un objet du quotidien, une balance, un pèse-personne, pour pouvoir en tirer autre chose et faire ce qu'on appelle de la télérelève. Alors, c'était dans le cadre de l'apiculture, donc j'ai fait ça. Au début, il y a eu plusieurs phases dans la mise en place de ce projet. La première phase, c'était d'arriver à lire ce que la balance mesurait. Donc c'était la lecture du signal qui vient alimenter le LCD. Donc ça a été fait. Ensuite, il fallait transmettre cette information-là. Il y avait plusieurs possibilités. La première qui m'est venue à l'esprit, c'était de transmettre ça avec un modem GPRS. La problématique, c'est que c'est assez consommateur et qu'il faut se rendre compte que les ruches, les ruches, elles sont en pleine campagne, quoi. Elles sont dans des sites assez isolés. Donc alimenter ça, c'est pas forcément évident. Donc j'ai abandonné ça en discutant avec les membres du lab. Ça, c'est aussi l'intérêt du lab, c'est qu'on peut, par le biais de la mailing list, arriver à toucher énormément de personnes et en posant des questions, à trouver des solutions à ces problèmes. Et il y en a un qui m'a parlé en fait du réseau Sigfox.
Et il se trouve que juste au même moment, il y a une société, Snoot Lab, qui est basée à Toulouse, qui avait sorti une carte, Akeru, qui est ni plus ni moins qu'un Arduino Uno, avec un petit modem dessus qui permet de se connecter au réseau Sigfox. D'accord? Donc je suis parti en fait de cette base-là pour transmettre l'information. Alors je vous ai dit que l'intérêt c'était d'économiser, de ne pas trop consommer. Il se trouve que dans la version 4, il faudra quand même qu'on retravaille un petit peu cette consommation parce que la carte, c'est une carte bêta, elle est intéressante pour transmettre de l'information, mais elle consomme encore un petit peu beaucoup, notamment au repos. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi de partir dans cette direction-là? C'est parce que c'est très très simple de partir à partir d'un pèse-personne lambda, ça coûte pas cher, ça coûte 15 €. Ils ont déjà une précision et une amplitude qui correspond à mes besoins. La ruche, on va dire, ça part de 35-40 kg, et puis après, si on vient rajouter des hausses et qu'elle stocke du miel, on peut arriver à 110-120 kg. Donc on est pile poil dans l'amplitude qui va bien. Bon, celle que j'ai choisie, elle était assez robuste, il y a un plateau en verre, ça craint pas trop l'eau, et elle n'est pas chère. La précision 100 grammes, ça suffit amplement. Une ruche, enfin on le verra tout à l'heure sur 2-3 images, une ruche ça peut produire jusqu'à, en pleine production, une bonne ruche ça peut faire 3-4 kg de récolte dans la journée. Donc moi si j'ai 100 grammes, ça me suffit amplement pour faire mes mesures. Ensuite je l'ai testé, j'ai choisi un petit peu celle-ci pour d'autres raisons. Il y a une bonne surface d'appui, il y a un petit bouton à l'arrière qui est assez pratique qui permet de changer l'unité et qui va permettre de réveiller la balance, on le verra tout à l'heure, parce que je l'ai remplacé par un transistor. Donc le but c'était de réveiller la balance en conservant la tare. Et puis en plus, en l'ayant testé sur 3-4 jours, elle n'a pas dérivé du tout, on est resté aux 50 kg, donc elle a été validée comme ça. Alors comment est-ce qu'on fait pour lire le signal qui arrive et qui vient alimenter le LCD? Tout d'abord, il faut savoir que tous les LCD sont fatalement différents, donc il faut retrouver un petit peu comment il est constitué. Pour ça, on prend un Arduino. Il faut savoir qu'un LCD c'est alimenté de façon alternative. Sinon, tous les cristaux liquides ils restent collés à une borne du segment en question. Donc ça fait un va-et-vient à l'intérieur. Et on va reproduire ce va-et-vient, donc on fait un petit courant alternatif en alimentant des pins, en les inversant au niveau de l'Arduino Uno. Et on vient alimenter et on teste comme ça toutes les pins qu'il y a sur le côté du LCD. Ce qui permet quoi? Ça permet de reconstituer derrière la matrice complète du LCD en question et de savoir quand est-ce qu'un segment il est allumé en fonction des pins qui sont alimentés. Donc ça fonctionne de façon matricielle, donc on a 4, ils appellent ça des backplanes, qui sont plus horizontaux, et après sur chaque digit on a une série de 3 pins qui vient compléter le circuit. Donc il y a 10 pins en tout sur le côté, ils sont assez accessibles, 10 pins plus 4 backplanes, ça fait 14 connecteurs sur le côté du LCD. Ils sont assez accessibles et c'est à partir de ça que j'ai travaillé pour hacker la balance. Donc l'intervention, au final, elle est assez limitée. Une fois qu'on a le process, j'en ai refait une autre avec un copain apiculteur. En 2 heures de temps, le système il était opérationnel. Donc on démonte la balance, bien sûr, un petit peu. On va souder une nappe pour aller se brancher sur tous les pins. On a fait en sorte de limiter le nombre de pins qu'on allait lire, parce qu'il y a des digits qui ne nous intéressent pas forcément ou des segments qui ne nous intéressent pas. On finit, je crois, avec 3 backplanes intéressants et 9 pins. Donc ça fait quand même du monde sur la carte Arduino-like, on va dire. Et puis après, on vient plugger un petit transistor qui va remplacer l'action du bouton unit, là, qui va servir en fait à réveiller la balance. Et puis on remplace bien sûr la pile par une alimentation directe par l'Arduino. Voilà, il faut savoir que la balance, il faut qu'elle reste alimentée en permanence. Donc on l'alimente sur une sortie 3 volts de l'Arduino. Voilà, parce que si on coupe l'alimentation, elle se détare et on perd tout l'intérêt de la télé-relève, parce que s'il faut prendre sa voiture pour aller ressoulever la ruche, pour retarer la balance et tout, c'est cuit, quoi. Ça sert à rien. En plus, on a rajouté des petits éléments
faciles à ajouter et qui sont intéressants. On va le voir tout de suite, enfin on le verra après sur les résultats qu'on obtient. Des sondes Dallas qui permettent de mesurer, alors on prend 2 sondes, on mesure la température intérieure qu'on met au cœur du couvain, en plein milieu de la ruche, et une sonde extérieure qui nous sert de référentiel. Moi je les ai branchés en 2 fils, il suffit de mettre une pull-up sur la partie data. Voilà. Donc en fait les deux pattes externes sont reliées l'une à l'autre directement à la masse. Il y a tout ce que je dis là, si ça en intéresse, pour le réaliser pratiquement parlant, il y a sur le wiki de l'Electrolab, c'est indiqué. Ensuite vient la partie du code. J'ai découvert, moi je suis un petit peu tout jeune, on va dire, dans le monde de l'électronique, parce que j'ai commencé à m'intéresser à Arduino en fin d'année dernière, et j'ai découvert un site web qui est assez intéressant, qui s'appelle CodeBender, pour ceux qui ne connaissent pas, et qui regroupe toutes les librairies Arduino, et qui est capable de communiquer avec la plupart des boards qui existent. Comme la board Akeru, elle est compatible Uno, et ben ça fonctionnait très bien, ça permet de collaborer, de faire du code ensemble, et de développer l'application qui va être utilisée après pour lire la balance. J'ai utilisé plusieurs librairies, donc il y a directement des librairies qui permettent de lire les sondes de température, donc OneWire et Dallas Température, qui sont accessibles. J'ai rajouté une librairie qui m'a été conseillée par les gens de Snootlab qui s'appelle Narcoleptic, qui permet de mettre la carte en veille pour essayer de diminuer la consommation au minimum. Et puis il y a des librairies qui sont fournies par Snootlab directement pour la carte Akeru. Voilà. Après le code, je ne vais pas trop le détailler, je vais le détailler de suite après les principes. Les principes du code, c'est, premièrement, on va définir toutes les variables, on va définir comment sont connectés toutes les pins de la carte par rapport aux pins du LCD. Et on a essayé de travailler pour limiter le nombre de pins dont on a besoin. Et ensuite, on va faire des images très très rapprochées de l'alimentation qui est faite sur les pins. À quel stade ils en sont? Alors on fait ça, on laisse quand même, on réveille la balance, on envoie un petit coup dans le transistor, on réveille la balance, on lui laisse, on dit 3 secondes pour se stabiliser, pour faire la mesure, et après sur le LCD, le poids se stabilise. Donc c'est de l'alternative, donc on va faire plusieurs images comme ça jusqu'à ce qu'elle passe en veille. C'est le passage en veille qui va dire c'est bon, j'ai fini ma mesure, et comme on aura fait les mesures en fait des différents pins, on reconstitue les segments en faisant une moyenne sur la durée, et on sait qu'est-ce qui était allumé entre quand on a un backplane qui est alimenté et une pin qui est alimentée. Voilà. Ensuite de ça, on a donc les segments qui sont allumés, et après on en détermine, comme on connaît la matrice, on détermine quels sont les digits, et donc on mesure directement le poids. Donc les sources sont accessibles à la fois sur l'Electrolab ou sur labigrerie.fr. On a validé, après j'ai validé le concept, donc je me suis pesé et ça a permis d'afficher le poids dans la console. Donc ça c'était rigolo, la première étape, ça marche, voilà. C'est pas le poids du président de l'association parce qu'il fait la moitié de ça. Ensuite, j'ai branché donc les différentes sondes et on a commencé à faire des courbes. Très pratiquement parlant, j'ai utilisé directement, ils ont un système de dashboard chez Snootlab là, qui est assez sympathique et qui permet de tracer les courbes. Alors la seule problématique, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, dont je me suis aperçu, c'est que la consommation ça n'a rien à voir avec du GPRS, on peut monter à 2 ampères, on reste en pic à 70 milliampères quand on transmet l'information, et ça dure, ça dure 3 secondes. Le temps de faire les mesures, que la balance se lance, etc., on doit consommer du 20 milliampères, ça dure 30 secondes. Voilà. Le reste du temps, on fait une mesure tous les quarts d'heure, le reste du temps, il faut la mettre en veille. Même en veille, cette carte-là, elle n'est pas faite pour, donc l'étape d'après, ce sera de trouver un moyen d'utiliser directement le modem qui, lui, va en veille faire du microampère plutôt, et pareil pour la T-Méga en microampère, parce que là, on consomme quand même du 9 milliampères, ce qui est beaucoup sur le long terme, pour un site isolé, je le rappelle, qui n'est pas alimenté. Donc on a quand même mis en place ça sur des ruchers, et pour ce faire, on a mis des petits panneaux solaires,
C'est juste embêtant parce qu'on est obligé d'investir un petit peu plus alors qu'avec des piles ça pourrait marcher quoi, tout simplement, vu le niveau de consommation. Alors qu'est-ce que ça apporte ça d'un point de vue pratique sur un rucher? Qu'est-ce qu'on a pu déterminer à partir de ça? Donc on peut suivre, c'est rigolo, sur son téléphone portable, on peut suivre, c'est la production du jour. Donc là vous voyez il y avait à peu près 900 grammes de production sur la journée. On voit des choses intéressantes pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la température intérieure. La température intérieure, c'est celle qui est tout en haut au milieu, là, elle est en orange. Et vous avez la traduction sur la courbe orange, là, et on voit que c'est quand même vachement stable. C'est-à-dire qu'à partir d'un animal qui n'est pas capable de gérer sa propre température, on peut faire, en les rapprochant tous les uns avec les autres, la colonie elle-même va gérer sa température. Et il fera au niveau du couvain, il fera 35 degrés, qu'il fasse 25 degrés en fin d'après-midi ou 12 degrés dans la nuit, ou en hiver il fait moins 10 degrés dehors, dans le couvain il fait 35 degrés. Donc elles gèrent parfaitement leur température, c'est ce qu'on appelle un méta-individu, c'est la colonie qui fait individu. Ensuite on constate des choses, d'autres choses assez marrantes, on voit ce que j'ai marqué en bas sur les courbes de poids, on voit le retour à la ruche le soir. C'est-à-dire que là, il y a une grosse montée de poids en fin d'après-midi, et c'est là où on prend vraiment les 900 grammes 1 kg, parce que non seulement elle rentre avec le nectar, mais elle rentre elle-même. Et donc, quand vous avez 10 000 abeilles qui rentrent d'un coup, ça fait plus 1 kg dans la ruche, quoi. Au lieu de l'étaler sur la journée, ça rentre à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on a pu voir aussi d'autre? Eh bien, en apiculture, ce qu'on essaie d'éviter, c'est ce qu'on appelle l'essaimage. C'est-à-dire quand il y a trop de monde dans la ruche, au bout d'un moment, les abeilles mettent la reine dehors. Et il y a un paquet d'abeilles qui part avec. Donc vous perdez 10, 15, 20 000 abeilles avec la reine si vous n'avez pas pu prévenir le truc. Il se trouve que moi j'avais prévu d'y aller un lundi, d'aller faire ce qu'on appelle l'essaimage artificiel. On casse la population dans la ruche, on les met à côté, et comme ça on évite qu'elles partent par elles-mêmes, et de perdre donc cette capacité de production. Et le dimanche soir, je regarde par acquis de conscience comme ça mes courbes, et je vois un espèce d'artefact, un truc marrant là en haut, là. Vous voyez la courbe de température orange, elle est super stable, et puis d'un seul coup j'ai un pic. Donc elle est passée de 35 degrés à presque 38 degrés. Je dis, putain, c'est quoi ce truc? Et quand on regarde, en corrélant avec le poids qui est juste dessous, elle a perdu 3,5 kg, pareil, en un quart d'heure de temps. Donc je me suis dit, aïe, c'est arrivé, quoi. Il y a eu un essaimage. Donc la veille du jour où je devais y aller pour le faire, ça a essaimé. Bon, on a d'autres techniques pour éviter que ça aille trop loin, donc je l'ai récupéré un petit peu plus loin, l'essaim, mais le lendemain matin, quand j'y suis allé, pour voir dans la ruche, c'était effectivement un essaimage qui était arrivé. Ensuite, on peut suivre sa consommation sur le plus long terme. Bon, là, il y a un petit artefact, il y a un moment où ça monte drus, parce que je suis venu poser une hausse, c'est-à-dire une caisse en bois par-dessus, ça a pris 4 kg. Mais vous voyez qu'une ruche comme ça a produit sur une semaine, ça a produit quand même, si je retire les 4 kg de poids de la hausse, ça a produit quand même 10 kg quand même. Donc ça peut aller très vite. Sachant que mon collègue chez qui on en a installé une autre, il a fait des relevés à plus de 4 kg quoi, sur une journée. Donc après, on peut avoir, si on observe un petit peu les courbes de façon un peu plus fine, on observe aussi une légère tendance à la baisse pendant la nuit, parce que ce qu'elle récolte dans la journée, c'est du nectar, c'est pas du miel. Donc il y a une évaporation qui se passe. Alors, l'intérêt un petit peu plus général, parce que hormis s'amuser, comme moi je l'ai fait, parce que je ne suis pas professionnel de l'apiculture, c'est assez rigolo de voir ça, c'est assez rigolo de construire le projet, c'est assez rigolo de démonter la balance, d'arriver, de tester, etc. Et puis d'arriver à un produit fini qui intéresse les apiculteurs. Alors pourquoi ça les intéresse? Parce que ce qu'ils font, en fait, souvent, c'est ce qu'on appelle la transhumance. C'est-à-dire que les abeilles, pour qu'elles puissent produire du miel tout au long de l'année, ce qu'ils font, c'est qu'ils stockent les ruches sur des camions et ils les emmènent à un autre endroit. C'est-à-dire que vous allez passer d'un endroit où il y a de l'acacia, mettons, vous transhumez tout le monde et vous allez mettre ça à côté des tilleuls ou des châtaigniers, etc. Et comme ça, vos ruches sont beaucoup plus productives tout au long de l'année. Il y en a qui transhument sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres. Donc ce qui pourrait être intéressant pour eux, s'ils avaient l'accessibilité à des balances à faible prix, sachant que tout le matériel que j'ai utilisé là pour fabriquer la balance, on arrive à, je sais pas, à 120, 130 euros de matériel. Et si on continue à passer par le réseau Sigfox, après c'est un choix qu'on fait ou qu'on ne fait pas,
À l'année, ça doit coûter 14 euros. Donc c'est tout à fait, pour un apiculteur, c'est tout à fait, voilà, on peut tout à fait utiliser ça. Bon, l'intérêt, c'est de surveiller une ruche à distance. On laisse une ruche témoin dans une zone, comme ça on voit quand ça commence à démarrer, quand la montée en poids démarre, et on sait que c'est le moment où il faut transhumer. Même chose dans l'autre sens, quand on sent que ça se tasse un peu, eh ben on dit je peux y aller, récupérer mon matériel pour les emmener à un autre endroit, en laissant une ruche témoin sur place. Les autres intérêts, donc, ça peut être aussi, parce qu'il y a beaucoup de recherches. Depuis 3 ans, là, il y a un gros problème de ce qu'on appelle la CCD. C'est le syndrome d'effondrement en fait, des colonies, et qui touche énormément d'apiculteurs et énormément de colonies. Il faut savoir que vous avez des pays en Europe qui perdent 35 à 40% des cheptels pendant l'hiver. Imaginez imaginez un producteur laitier par exemple, il a des vaches et il y a 40% des vaches qui meurent pendant l'hiver. Ça calme. Et c'est compliqué parce qu'après derrière il faut redémarrer, il faut remultiplier les colonies, etc. Et ça prend du temps. Donc l'intérêt scientifique de la chose, en multipliant, en ayant accès à des outils comme ça de télérelève qui sont peu chers, que l'on pourrait démocratiser. Alors après il y a peut-être d'autres façons de le faire, mais ça c'en est une. Eh bien, on peut multiplier les mesures et on peut comme ça acquérir beaucoup d'informations. Et si on arrive à agréger cette information, parce que si chacun le fait dans son coin, ça a peu d'intérêt, mais si on arrive à agréger ces informations, on peut finir par avoir des réponses à certaines questions, comme par exemple, qu'est-ce qui explique, la grosse question des apiculteurs en ce moment, c'est qu'est-ce qui explique le non-retour à la ruche. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent avec des ruches qui sont complètement vides. Pourtant, il y a des réserves dedans, il y a du couvain, mais les abeilles, elles ne retournent pas à la ruche. Après ce projet-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, on a mesuré le poids, on a mesuré la température, qu'est-ce qu'on pourrait mesurer d'autre? Il y a déjà plusieurs projets qui existent sur le net et qui m'ont intéressé et qui ne seraient pas très compliqués à réaliser. C'est un compteur d'abeilles. Alors ça viendrait compléter en fait ce système-là de façon très intéressante. Et quand on parle de non-retour à la ruche, qui est une grosse question que se posent les apiculteurs aujourd'hui, si on est capable de savoir quand une abeille sort et quand une abeille rentre, on est capable de savoir exactement à quel moment il y a eu justement ce fameux non-retour. Et qu'on peut essayer après de corréler avec un éventuel traitement dans un champ, un éventuel changement climatique, voilà, avec plein d'autres choses. Il y a déjà un gars qui a réalisé ça avec des systèmes de réflectance infrarouge. L'abeille étant pas sensible à l'infrarouge, parce qu'elle est dans le domaine du visible, elle est décalée vers l'ultraviolet. Elle ne voit pas le rouge, et elle ne voit pas l'infrarouge. Elle est plutôt décalée vers l'ultraviolet. Donc on ne la gêne pas. Et on fait des portiers à l'entrée de la ruche, comme ça, qui ont la largeur qui laisse passer une seule abeille, avec deux systèmes de diodes par réflectance. Là, on est capable de savoir si elle rentre ou si elle sort. Et on fait des courbes toute la journée, comme ça, sur ces choses-là. Donc ça, c'est une étape... on va peut-être se gratter la tête pour faire quelque chose là-dessus. Une autre chose, on a réfléchi à ça avant-hier à l'Electrolab, on s'est dit que ce serait sympa de poursuivre avec ça. Il y a un projet qui existe, qui a été développé et sponsorisé par la fondation Gates, qui était de lutte contre le moustique pour toutes les maladies qu'il est capable de transmettre, où ils avaient un petit capteur comme ça qui était capable de déterminer la position du moustique dans l'air, de savoir si c'était un mâle ou une femelle. Ça peut être rigolo, mais avec la fréquence de battement des ailes, on arrive à faire la différence. Et il est blasté en fait avec un laser de Blu-ray, quoi. Il est cramé en vol. Bon, en apiculture, il y a des vidéos, c'est assez marrant. Enfin, le moustique crame pas entièrement, mais comme ça tape dans les ailes, l'aile se flétrit, elle brûle, puis il tombe, quoi. Et il peut plus faire grand-chose. Il y a un gros problème en apiculture aussi, qui est qu'il y a des prédateurs qui sont venus, ils sont venus d'Asie, c'est le frelon asiatique, je pense qu'il y en a déjà qui en ont entendu parler de cette saloperie-là. Elle est en train de remonter, elle arrive dans le sud de l'Île-de-France, elle s'est déjà très installée en Aquitaine, et c'est un frelon qui est un petit peu plus petit que le frelon qu'on a dans nos contrées, le frelon européen. Par contre, son alimentation, c'est les autres insectes, et notamment les abeilles. Ce qu'il fait, c'est qu'il se poste devant la ruche, dos à la ruche, et il attend les butineuses à leur retour, et il les chope au vol, il coupe la tête, il mange l'intérieur du thorax, et il ramène les muscles, la valeur protéique de ça, il la ramène dans son nid. Donc on s'est dit qu'on pourrait copier un petit peu ce qu'ils avaient fait pour les moustiques. On va faire un truc un peu moins
ultime. Moi, je me sens pas de jouer avec du laser comme ça dans la nature, parce que si jamais il y a un touriste qui se balade, machin, on va lui cramer les yeux, ça va pas le faire. Donc c'est plutôt en fait arroser le frelon avec un stroboscope. Ça va déjà suffisamment l'énerver, machin, il va aller voir ailleurs. Il a d'autres choses à faire. Son alimentation à lui, elle n'est pas 100% de l'abeille, hein. Il mange d'autres types d'insectes. Donc il n'est pas exclusif. Mais ça permettrait en fait de limiter la prédation sur les ruchers. Parce qu'ils font des dégâts quand même, hein. Ils font des dégâts. Donc ça c'est à l'étude, enfin ce sera à l'étude, et ça va nous amuser, je pense, ça peut être sympathique. Sinon il y a d'autres choses qui sont très très intéressantes aussi, qui ne sont pas très compliquées à réaliser, je pense, notamment avec d'autres collègues du lab qui s'y connaissent en analyse de fréquences, audio, etc. C'est que interpréter les bruits de la ruche. Les bruits de la ruche, ça dit plein de choses. Il n'y a qu'à surfer un petit peu sur le net déjà pour entendre ne serait-ce que le bruit d'une reine qui vient d'éclore, qui vient de naître et qui se balade dans la ruche. C'est étonnant, franchement. Après, ce qu'on peut mesurer, c'est les bruissements d'ailes à l'intérieur de la ruche. Et une jeune abeille, ou une butineuse, une abeille plus vieille, n'ont pas la même fréquence. Donc rien qu'en écoutant la ruche, on serait capable presque de refaire la courbe de population à l'intérieur, enfin la pyramide des âges de la ruche. Il y a des choses comme ça. Après, il y a plein de bruits qui se passent en prévention d'essaimage. Et ils ont découvert récemment, mais ça j'attends beaucoup, c'est un truc qui est sorti la semaine dernière. Il y en a en Angleterre qui auraient découvert des mots. Elles font des cliquetis qui ne sont pas audibles à l'oreille. Et ces cliquetis-là représenteraient des mots. Ils ont découvert qu'il y avait 5 mots différents qui permettaient d'échanger. Et là, on parle d'échange quasiment d'abeille à abeille, quoi. C'est-à-dire qu'en plus des fameuses danses qu'elles font pour indiquer la localisation où il faut les butiner, elles seraient capables d'échanger jusqu'à 5 mots différents. Donc ils sont au préambule, ils ont trouvé qu'il y avait 5 mots, 5 motifs qui reviennent. Ils ne savent pas encore ce que ça veut dire, mais ça pourrait être sympa à terme. En fait, pour des valeurs qui sont vraiment réduites, avec un Arduino, un micro, un peu d'analyse, etc., être capable de sortir des informations préventives et qui permettent d'anticiper les fameux essaimages ou d'autres problèmes, hein, ou d'avoir des analyses plus profondes, plus scientifiques sur les problématiques de maladies ou de non-retour à la ruche. Voilà, c'est un petit peu ce que j'avais à vous dire ce soir, c'est qu'on peut s'amuser en fait et faire des choses sans forcément être, je sais pas, développeur, ingénieur informaticien, électronicien ou autre. Si on s'y intéresse, si on s'insère dans une structure, dans une association et qu'on discute avec les gens, on peut apprendre plein de choses. Et après, on peut partager en fait ces motivations. Pour moi, c'était l'apiculture et arriver à faire des choses qui, concrètement parlant, peuvent servir et peuvent intéresser les collègues. Voilà, merci. Posez la question quand même. Juste, s'il y a des questions, on ne sait jamais. Ah, il y en a. Il y en a. Ouais, moi je t'avoue que j'y connais pas grand chose en abeille, mais je me demandais si ce que tu as ressenti par rapport donc à la carte électronique, est-ce qu'elles ont été stressées par exemple, tu vois, de vivre à côté des ondes. C'est une question con, mais peut-être Non, que... c'est pas une question con. Comment est-ce que je suis arrivé à la conclusion d'utiliser Sigfox? C'est qu'il y a des gens qui ont produit une balance, qui est une balance électronique qui vaut aujourd'hui, je crois, aux alentours de 500 €. Donc c'est plus cher, mais c'est un produit commercialisé, fini. Et leur leitmotiv, c'était de dire justement, on n'utilise pas le GPRS, parce que le GPRS, ça pulse un peu, et fatalement, les abeilles, elles n'aiment pas. Donc après, il y a plusieurs solutions. Enfin, on peut déporter l'antenne au loin, et comme ça leur pose pas de problème. Et là, justement, ils utilisaient ça parce que c'est en termes d'énergie, c'est très très faible en énergie. Et puis, bon, franchement, on l'utilise quoi? Allez, ça envoie 6 salves, 2 secondes, machin. Personnellement, moi, l'antenne, je ne l'ai même pas déportée. Alors, c'est du Sigfox, donc c'est 70 mA, pas plus. C'est assez faible et c'est 3 secondes toutes les 15 minutes. Je pense qu'on les embête beaucoup plus, franchement, quand on va ouvrir la hausse, quand on va inspecter, qu'on sort tous les cadres, etc. On les embête beaucoup plus que ça, quoi. Là, les ondes, je pense pas que ça... Et puis, après, le reste du temps, pendant 14 minutes sur les 15, le truc, il est en veille, donc il fait plus rien, quoi. Bonjour. Bonjour.
Oui, je vais me lever. C'est pour savoir si vous avez déterminé du coup des événements, donc comme par exemple le haussement de température, qui pourraient indiquer soit un essaimage ou d'autres choses. Est-ce que vous en avez trouvé d'autres que la température qui change quoi? J'en ai pas trouvé d'autres encore, pour la simple et bonne raison que ça fait pas très très longtemps qu'elle est en route, la balance. Ça fait, on va dire, un mois. Après, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des confirmations. Je vous ai dit, on constate le retour à la ruche le soir. Si, il y a d'autres trucs, mais ça me revient. On constate le retour à la ruche le soir, on constate l'évaporation pendant la nuit. Et après, ce qu'on a constaté avec mon collègue, c'est qu'il y a des départs de mielés qui sont différés dans la journée. Et on a corrélé avec la température extérieure. Au moment où on a fait les premières journées avec les mesures, il y avait un champ de févrole en face. Un févrole, c'est un espèce de pois voilà. Et donc les abeilles allaient butiner sur ce champ-là. Et on s'est aperçu que la mielée ne commençait que quand la température extérieure dépassait les 22 degrés. Sinon, ça ne démarrait pas. Donc on avait un début de mielée qui était différent dans la journée, qui pouvait commencer à midi, à 14h ou à 16h, et qui démarrait uniquement quand ça avait dépassé les 22. Donc je pense qu'il y a plein de trucs en fait à voir après. Là, c'est les deux choses. Et l'exemple que j'ai montré tout à l'heure sur les l'essaimage, c'est juste génial parce que j'avais pas vraiment envie qu'elles essaiment, mais je l'ai vu en direct, c'est assez sympa. Tu as parlé de problématiques au niveau de besoins en disponibilité sur les balances, notamment en besoins électriques. Est-ce que tu as mis des choses en place au niveau redondance électrique avec de différents panneaux solaires? Rien du tout. Non, c'est vraiment du simple, du pragmatique, voilà, je lis sur ma balance en direct et je ne suis pas un technicien, donc ça fonctionne. On l'a testé, maintenant ça fait quand même 1 mois et demi qu'elle tourne. Voilà, le seul truc que j'ai fait, c'est essayer d'isoler un petit peu de l'humidité et des choses comme ça, quoi. Oui, bonjour. Déjà, je trouve que votre application est pas mal, vraiment géniale. Je trouve que maîtriser le projet technique comme ça, c'est génial, que ce soit au niveau du hardware ou du logiciel. Et ma question, en fait, c'est simplement, est-ce que vous avez regardé le prix de la balance, qui est quand même de 15 €? Est-ce que si vous achetez le matériel séparément, un en Chine, ça, est-ce que ça revenait moins cher? Ou pourquoi la balance spécialement? Est-ce que c'était l'envie de transformer quelque chose Moi, il y avait un petit peu de tout ça en fait. Oui. Il y avait un peu de fainéantise. J'ai cherché un petit peu les jauges de contraintes, etc. Après, ça a mené d'autres problématiques. Les jauges de contraintes, j'en ai trouvé, mais il faut équilibrer sur la balance. Le fait d'en avoir 4, c'est assez simple parce que comme ça, quand on pose la ruche dessus, c'est stable. Acheter 4 jauges de contraintes, j'ai regardé, ça revenait plus cher que la balance de ce que j'ai trouvé. Et puis après, il faut analyser ce qu'elles sortent. Et puis il faut comment? Voilà, il faut amplifier le signal. Et puis il faut surtout, merde, je trouve pas le terme. Enfin, il faut être sûr qu'on soit capable de transférer en fait les signaux qu'on ressort en poids effectif et qu'on ait la précision qui va bien, quoi. Bonsoir, alors j'ai 2 questions. La première, est-ce que vous savez si la couverture du réseau Sigfox est bonne et à peu près uniforme dans toute la France? Alors, moi je ne le sais pas personnellement. Ce que je sais, c'est que le Snood Lab, en fait, il a des contacts privilégiés avec Sigfox puisqu'ils ont été capables en fait d'intégrer ça sur la plaquette Arduino. Sinon, on n'a pas accès comme ça directement au modem, ou alors il faut avoir une société. Et puis il faut faire ça avec beaucoup d'exemplaires. Après, la couverture, moi je leur ai demandé, je leur ai donné 2-3 points. Bon, nos ruches, elles ne sont pas en centre-ville, hein, et ça marche très très bien. Il faut prendre j'ai pas la connaissance de la couverture actuelle. Je sais que chaque fois que je leur ai demandé un point, ça a marché. D'accord, merci. Et une deuxième question, avec quoi avez-vous fait l'application avec les graphiques? Alors, oui, pour rebondir, moi je maîtrise uniquement ce que j'ai fait sur la balance. Attention, les graphiques là, c'est Actoboard, c'est un serveur qui a été développé par Snoot Lab, donc c'est cette structure qui est à Toulouse. Et après, moi j'ai juste paramétré en fait ils sont directement connectés avec les serveurs Sigfox, ils récupèrent l'information qu'on renvoie avec sa propre carte,
Et puis derrière, on paramètre, et puis le tableau de bord, il se fait assez facilement, et on a des résultats assez sympathiques, quoi. D'accord, merci beaucoup. De rien. Bonjour, merci pour cette présentation qui était très intéressante et originale. Je voulais savoir s'il y avait déjà eu des tentatives pour détecter directement, puisque vous cherchez la cause de la mort des abeilles, de détection d'agents toxiques par exemple. Alors, ce qu'ils ont fait là ces derniers temps, c'est qu'il y a eu un grand programme européen qui s'appelle Epilobby, où ils ont envoyé des gens partout dans des ruchers tirés au hasard. Donc c'est une étude randomisée sur toute l'Europe, et ils ont fait des prélèvements. Alors, il y a eu des critiques dans le monde de l'apiculture parce qu'ils ont étudié surtout tous les phénomènes de pathologie, donc les bactéries, les champignons, les parasites, des choses comme ça. Et ils n'ont pas fait de prélèvement pour étudier l'impact des pesticides. Il faut savoir qu'on a un gros problème par rapport aux pesticides, c'est que ce n'est pas un poison qui marche, il peut marcher un peu comme une hormone de temps en temps. Et donc on va avoir ce qu'on appelle des effets paradoxaux avec des doses très 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 faibles. On va avoir de la mortalité, la dose augmente, la mortalité baisse, la dose continue à augmenter, et là on retrouve de la mortalité classique type poison, quoi. Si je mange beaucoup de poison, je suis plus malade ou carrément je meurs. Alors que des fois on peut avoir une augmentation de la morbidité, c'est-à-dire une augmentation des problèmes au niveau du rucher avec des doses plus faibles. Et c'est ça, voilà, on est en plein dans le truc. Il lance de plus en plus d'études parce que ça a un vrai impact. Et ce dont on a parlé là ce soir, c'est Apis mellifera, c'est l'abeille de production du miel. C'est juste la partie émergée de l'iceberg. Parce que la vraie problématique, ce sont tous les pollinisateurs sauvages. C'est ça qu'il faut garder en tête. On en parle beaucoup avec l'abeille mellifère parce qu'il y a un impact économique, on va dire. Mais le vrai problème, c'est toute la population d'insectes sauvages qui souffrent de ça. Et ce n'est pas seulement des pesticides, c'est aussi de l'évolution de l'agriculture il y a des champs à perte de vue où il y a la même espèce dessus, du blé à perte de vue, ou du colza à perte de vue. Alors du colza c'est génial, ça fait plein de nectar, mais par contre ça en fait pendant 15 jours, 3 semaines. Et après, il faut voir le champ comme étant un désert pour tous les insectes. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir si vous aviez en projet d'intégrer également un pluviomètre. Ça pourrait se faire. Bon. Moi perso, j'ai pas le projet, mais des gens s'est aperçu d'un truc, c'est que la ruche elle-même fait pluviomètre. Parce que quand ça tombe, pouf, il y a le poids qui monte et on prend 300-400 grammes et on le voit. Et en même temps, on a la température extérieure qui chute quand il se met à pleuvoir. Donc on pouvait le déterminer comme ça, mais L'intérêt c'est ça, c'est de ne pas confondre une mielée et une pluie. Et par exemple sur l'acacia, s'il pleut, c'est bon, vous pouvez aller rechercher vos ruches, quoi, c'est plus la peine. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est tout. Bonne soirée. Je corrobore. Un connaisseur. Je vais parler au nom des geeks. Vous n'avez pas prévu de goodies de miel, non? De comment? Pardon. Vous n'avez pas prévu de goodies de miel? Non, désolé. J'ai pas encore produit, on n'a pas encore récolté là. Elles y sont pas suffisamment depuis longtemps. Bonsoir. Bonsoir. Il y a eu récemment des problèmes de vol de ruches. Alors, est-ce que vous avez mis en place un système d'alerte en cas de chute brutale du poids au-delà de la norme avec votre système? Non, mais c'est imaginable. La problématique là aujourd'hui, telle qu'on l'a fait, la chose c'est vraiment pour donner des informations sur le rucher lui-même. Donc ouais, s'il vole la ruche en question, on va voir, oui, le poids chute. Et l'idéal, ce serait qu'il ne se barre pas avec le matériel en plus. Mais ouais, non, mais c'est un problème qu'on connaît parce que mon collègue a y été directement confronté et ils arrivent. Et en plus, lui, il fait de la sélection. Donc, c'est pas de la ruche de production, c'est de la ruche de sélection. C'est une valeur génétique. Et les gars, ils arrivent avec des camions plateau, ils pillent et ils se barrent avec 30 ruches, quoi. Donc, il y a des systèmes qui sont déjà commercialisés avec des systèmes d'alerte, avec des choses comme ça. On peut aussi marquer les ruches. J'avais pas mal réfléchi à ça, mais bon, avec ce proto-là, voilà, comme je pèse qu'une seule ruche, voilà, il faudrait développer quelque chose d'un peu plus spécifique, je pense. Et un peu plus caché, un peu plus camouflé aussi. Voilà.
Crafty. Voilà. Bon, je te repasse la parole. Merci beaucoup.